C'est l'histoire d'un pacte diabolique. L'histoire de deux femmes, Céline Vasselin, une esthéticienne, et de sa cliente, Jessica Adam, qui scellent le destin d'un homme au cours d'une séance d'épilation. L'histoire d'un assassinat sordide un soir d'automne 2018. Deux femmes ordinaires qui vont commettre un crime extraordinaire. J'ai assisté au procès en appel de Céline et Jessica. Dans l'épisode 4, je vous raconterai ces 5 jours de débat. Vous entendrez des proches de la victime, les avocats de la défense, des journalistes et des badauds venus assister aux audiences comme on vient au spectacle. Car c'est cela aussi un procès d'assises, une tragédie humaine. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. « 4 novembre 2018. Il est environ 17h, la lumière du jour décline. La brigade fluviale de la gendarmerie de Rouen patrouille sur la Seine. À une dizaine de kilomètres, en contrebas du chemin de halage de Amfreville-la-Mi-Voie, l'un des gendarmes distingue sur la berge une masse volumineuse. L'équipage accoste et découvre au milieu d'une végétation dense une grande bâche entourée d'adhésifs gris d'où s'écoule une substance rougeâtre. Les hommes de la brigade fluviale l'ouvrent et découvrent l'horreur. C'est sur les berges, face à la base nautique d'Amfreville-la-Mi-Voie, que la brigade fluviale a fait une découverte macabre dimanche, aux alentours de 17h. La zone a immédiatement été barrée aux autres véhicules pour les besoins de l'enquête. Dans une bâche, les gendarmes ont trouvé un corps démembré. Il s'agit de celui d'un homme. Il n'avait plus de tête, plus de pieds, plus de mains. Le tronc d'un homme nu et sanguinolent. Ses mains, son pied droit, son mollet gauche et sa tête ont été sectionnés. L'horreur absolue. Le service régional de la police judiciaire de Rouen, le SRPJ, est saisi pour homicide volontaire et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Une enquête de voisinage démarre. Elle n'apporte pas grand-chose, hormis cet employé de la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray qui déclare avoir vu ce 4 novembre vers 16h un objet bleu dérivé à hauteur d'une passerelle située à environ 300 mètres de la découverte macabre. À qui appartient ce corps mutilé dont personne n'a signalé la disparition ? Dimanche matin, un employé municipal de Pont-de-l'Arche, dans l'Eure, découvre tout à fait par hasard une autre partie du corps de la victime. Son mollet, empaqueté dans 2 sacs en plastique noir, est balancé dans une poubelle près de la rivière. Ce membre comporte une broche métallique. Puis, c'est une main qui sera retrouvée dans un sac plastique lesté d'une pierre et fermé d'une cordelette orange. Le dépeceur a pris soin de découper minutieusement la pulpe des doigts de sa victime, probablement pour éviter que l'on découvre son identité. L'autopsie du tronc réalisée par le médecin légiste ne révèle pas la cause exacte de son décès. On pencherait plutôt pour des coups de couteau portés à la gorge. Une chose est sûre, le démembrement a eu lieu après sa mort. Des analyses de sang sont effectuées. La victime est inscrite au FNAEG, le fichier national et automatisé des empreintes génétiques. Ce qui veut dire qu'elle a déjà eu affaire à la police pour outrage à agent et menace de commettre un délit. L'identité du cadavre est donc retrouvée. Il s'agit de Slimane Amara, né le 26 février 1973 à Rouen. L'homme est en couple avec Céline Vasselin. Les proches de Slimane Amara sont interrogés. 2 de ses frères, sous le choc, avouent néanmoins ne plus avoir beaucoup de nouvelles de Slimane depuis quelques années. D'ailleurs, ils ignoraient le nom de sa nouvelle compagne, pensant même qu'il vivait encore avec Vanessa, son ex. L'enquête est confiée à une juge d'instruction avec le SRPJ de Rouen.
Le 8 novembre 2018, 4 jours après la découverte du corps de Slimane Amara, les enquêteurs débarquent à son domicile. C'est un pavillon blanc au toit pointu, situé dans une rue pavillonnaire du Petit Quevilly. Un portail bleu clair à l'avant, un jardinet à l'arrière. Céline Vasselin, 31 ans, sa compagne, arrive en voiture au même moment. C'est une jeune femme au visage poupin, petite, menue, aux cheveux blonds et à la peau claire. « Avez-vous des nouvelles de votre compagnon ?» lui demandent les policiers. « Non, aucune », répond Céline. Alors ils lui font part de la macabre découverte. Le silence de la jeune femme sonne comme un aveu. Elle est immédiatement interpellée. La maison du couple est fouillée de fond en comble. Des rouleaux de sacs poubelles, 2 rouleaux d'adhésifs argentés et de nombreux outils tranchants sont retrouvés. Le Blue Star, ce produit capable de déceler des taches de sang même minutieusement nettoyées, match à plusieurs endroits. Sur le sol, sur le tapis du salon, dans la cuisine, sur des torchons, des flacons de produits vaisselle, sur les marches conduisant à la cave, sur la terre battue de cette pièce, sur une tronçonneuse et dans la machine à laver. Bref, il y en a partout. Pas de doute, le carnage a eu lieu derrière les murs de ce petit pavillon de banlieue, à l'abri du regard des voisins. Et s'il fallait encore des preuves, dans le jardin, des pierres blanches, similaires à celles qui ont servi à lester le corps de Slimane, sont retrouvées. Dans les locaux de la police judiciaire, Céline Vasselin avoue rapidement le crime. Oui, elle a tué son compagnon. Son couple n'allait plus. Slimane était devenu violent et elle était terrorisée. Il buvait beaucoup. Elle ajoute qu'il était aussi devenu violent avec leur fils, que j'appellerai Noé, âgé de 3 ans et demi. Céline n'en pouvait plus. Un soir du mois de juin 2018, elle lui a annoncé qu'elle allait le quitter. Slimane serait devenu fou, la menaçant avec un couteau sous la gorge en lui tirant les cheveux. Il aurait fermé la maison à clé, les volé et menacé de la brûler avec leur fils si elle le quittait. Après cette terrible soirée, Céline a pensé « c'est moi ou lui ». La jeune femme raconte ensuite aux enquêteurs le déroulé du meurtre. Le samedi 3 novembre, dans l'après-midi, elle a déposé son fils chez sa mère Josette. Puis, elle est passée saluer sa tante avant de rentrer chez elle. Le pavillon du couple était en travaux. Céline a donné congé au carreleur. Elle a ensuite préparé un apéritif dînatoire pour Slimane. Elle a écrasé une boîte ennemie de comprimés de Seresta, un puissant anxiolytique. Puis, elle a mélangé la poudre blanche à de la sauce tomate qu'elle a généreusement étalée sur des toasts. Slimane, alcoolisé et colérique, criait. Il l'insultait, raconte-t-elle. Il s'est ensuite effondré sur sa chaise, totalement assommé par les médicaments. Elle lui a porté un coup de hache au niveau de sa gorge. Il a hurlé, alors elle s'est saisie d'un couteau de cuisine et lui a planté 2 coups dans la gorge. Slimane a agonisé, puis s'est éteint. Elle est ensuite allée chercher des torchons, des gants pour nettoyer le sang. Elle a tout nettoyé longuement, puis a enroulé le corps de son conjoint dans une bâche bleue, avant de le transporter au sous-sol, dans la cave. Elle l'a ensuite découpé en plusieurs morceaux. Je vous épargne les détails sordides. Tard dans la nuit, elle a jeté le buste au niveau de l'île La Croix, à Rouen, puis a dispersé les 6 sacs poubelles dans la Seine. Elle a jeté les différentes armes du crime un peu partout dans la région, avant de rentrer chez elle. Le problème, c'est que cette version des faits ne tient pas vraiment. Les enquêteurs pensent que Céline ment. Comment ce petit bout de femme à la voix fluette peut-elle avoir commis un crime d'une telle violence sans l'aide d'une autre personne ? Dans un bureau adjacent du CRPJ de Rouen,
Une autre femme répond aux questions des policiers. C'est Josette, la mère de Céline. Entendue comme simple témoin, Josette est mal à l'aise. Elle est confuse. Après de nombreuses questions, elle reconnaît que Slimane était violent avec sa fille. Il avait en effet disparu depuis quelque temps. L'enquêtrice insiste. Et puis, Josette fait un signe avec sa main au niveau de la gorge. « C'est ma fille qui a... » dit-elle. « Pourquoi faites-vous ce geste ?» lui demande l'enquêtrice. « Je ne sais pas, moi », répond la mère de Céline. Josette savait, mais elle n'a rien dit. Elle est immédiatement placée en garde à vue. Josette est très proche de sa fille unique. Trop, certainement. On y reviendra un peu plus tard. Toutes les 2 semaines, elle garde Noé, son petit-fils, pour le week-end, comme celui du 3 et 4 novembre 2018. L'enquêtrice lui demande si la date du meurtre était programmée. « Oui », répond Josette. A-t-elle tenté de raisonner sa fille quand elle a commencé à lui parler de tuer Slimane Amara ? Et Josette répond « Elle voulait tellement le tuer, je ne pouvais rien faire. » « Votre fille vous a-t-elle parlé de son projet ?» demande l'enquêtrice. « Non, elle m'a juste dit qu'elle allait prendre un couteau, l'égorger et lui couper les mains. » La mère de Céline insiste à plusieurs reprises. Mais c'est pas elle, c'est la dame. La dame, c'est Jessica Adam, une cliente de Céline. Céline épilait, manucurait les mains de Jessica et en échange, cette dernière repassait le linge de son esthéticienne. Ainsi est née une complicité entre les 2 femmes. Le lendemain de la découverte du corps de Slimane Amara, Jessica a envoyé un SMS à son amie. « T'as vu ? On est célèbre. » Céline Vasselin est en garde à vue depuis 45 heures quand enfin elle craque. Oui, elle a tué son conjoint avec Jessica. Alors qui sont ces 2 jeunes femmes ? Pourquoi ont-elles tué Slimane Amara ? À quel moment ont-elles imaginé le scénario du crime ? Et quelle était la réalité du huis clos familial Amara-Vasselin ? La complice de Céline Vasselin est également placée en garde à vue au commissariat central de Rouen. Pendant des heures, l'enquêtrice en charge de l'interrogatoire va tenter d'en savoir plus sur la genèse de ce projet criminel et le mobile du meurtre. « 9 novembre 2018. Jessica Adam se promène avec sa tante lorsqu'elle est arrêtée par les policiers du SRPJ de Rouen. Les fouilles effectuées dans sa maison et dans sa voiture sont accablantes. Chez elle, des lunettes de protection pour les yeux, 2 masques respiratoires, des sacs poubelles, des gants, des combinaisons, une charlotte, tout le nécessaire du parfait criminel. Dans la cave, c'est encore pire. Dans un sac du magasin Action, les enquêteurs retrouvent des gants, une combinaison de protection et du scotch. Jessica collabore. Dans la cave, elle montre le hachoir électrique avec, à l'intérieur, tenez-vous bien, un morceau d'orteil. Le Bluestar réagit dans le lavabo des toilettes, dans la machine à laver, dans le siphon de l'évier de la cuisine et dans la salle de bain à l'étage. Dans la petite Clio de Jessica, même chose. Il y a du sang sur le tapis de sol et dans le coffre. Les enquêteurs retrouvent également un ticket de caisse du magasin Action à Saint-Étienne-du-Rouvray. La jeune femme a acheté de nombreux articles, dont une bâche bleue et du scotch gris. Jessica est placée en garde à vue. Au commissariat central de Rouen, devant l'enquêtrice qui prend sa déposition, elle raconte qu'en octobre 2018, au cours d'une séance d'épilation chez elle, Céline s'épanche sur sa vie de couple. Slimane serait un homme violent et menaçant. Céline est terrorisée. Slimane insulte Noé et l'a même déjà frappé. Jessica, qui ne supporte pas que l'on fasse du mal aux enfants, propose alors son aide à Céline pour tuer son compagnon. Le projet macabre prend forme.
Au commissariat, il est tard. Jessica demande à faire une pause, fume une cigarette. Elle veut soulager sa conscience. Autant tout dire et qu'on en finisse, pense-t-elle. Mais elle a une demande, faire sortir tous les hommes de la salle d'interrogatoire et avoir un avocat à ses côtés. 1h du matin, l'interrogatoire de la jeune femme reprend. Cette mère de famille, aux longs cheveux châtains et aux yeux noisettes, raconte tout. L'officier retranscrit l'horreur. Fin octobre 2018, elle a donc acheté avec Céline au magasin Leroy Merlin des combinaisons, des masques, des charlottes et des gants. Le samedi 4 novembre, 3 heures avant le crime, à la demande de son esthéticienne, elle achète également une hache et une masse. Vers 19h30, elle se rend chez Céline pour lui déposer un panier de linge, repassé, mais aussi les combinaisons blanches, les masques, une corde, du scotch et la bâche bleue. Jessica voit alors Slimane assis sur une chaise dans la cuisine, assommé par les cachets de ses restats, puis il s'écroule au sol. Les deux femmes enfilent ensuite leur combinaison façon police scientifique. Céline pose une serviette sur le visage de Slimane. Le premier coup avec une feuille de boucher est donné par Jessica. Slimane agonise et crie le nom de Céline. Puis, des coups de couteau sont portés au niveau du cou. La suite, c'est ce corps qu'on enroule dans la bâche, la cave, la découpe avec une obsession, anonymiser le corps au point de couper la pulpe des doigts et d'ôter la jambe qui comporte une broche. Céline hurle sur Slimane. « Tu fais moins le malin maintenant. Tu me pensais pas capable de faire un truc pareil. T'as vu dans quel état t'es ? » Ensuite, les deux femmes partent en repérage dans la voiture de Jessica, puis jettent des morceaux de corps et des outils un peu partout dans la Seine, dans des poubelles de la région. Il est 2h54 du matin quand Céline envoie un SMS à Isabelle, une amie, LOL. À l'issue de leur garde à vue, Céline Vasselin et Jessica Adam sont mises en examen pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Josette, la mère de Céline, pour non-dénonciation de crime, et Isabelle, la destinataire du texto LOL, pour non-dénonciation de risque d'assassinat. La mort de Slimane Amara était un acte prémédité de longue date, un projet terrible qui a pris racine des mois plus tôt sur le terreau d'un couple à la dérive, où la violence était devenue le quotidien. Céline et Slimane, deux personnes au passé douloureux qui n'ont pas su faire famille. Céline a grandi auprès d'une mère dépressive et d'un père alcoolique. Enfant unique, ses parents ont divorcé. Elle n'avait que 2 ans. La petite vit seule avec sa mère qui cumule les heures de ménage pour nourrir sa fille. Céline est gardée ici et là, souvent chez ses tantes. Jacques, son père, revient parfois à la maison, puant l'alcool et tapant dans les murs. Céline se cache alors avec sa mère dans un placard pour ne pas subir sa colère. Puis Jacques disparaît. Céline ne le sait pas, mais il est en fait en prison. Il réapparaît soudain dans la vie de sa fille, l'emmène au bar. Pendant qu'il enchaîne les verres, Céline fait ses devoirs au comptoir. Josette est une femme angoissée et dépressive qui impose à sa fille de dormir avec elle jusqu'à ses 17 ans. Elle n'est pas toujours tendre avec Céline. Elle la trouve trop grosse, boit de la Contrex, avale des gélules amincissantes, tu perdras des fesses. Voilà ce qu'elle ordonne à sa fille. Les mots de cette mère fragilisent la jeune femme. Elle se voit grosse, elle est mal dans sa peau, timide, renfermée. Sous le poids des injonctions, elle étouffe. Elle a pensé au suicide. À 18 ans, première rébellion. Céline prend le large et part s'installer avec un garçon. Mais le diagnostic tombe, Josette est malade, une hépatite auto-immune du foie. Alors les rôles s'inversent. Céline prend soin de sa mère, l'accompagne à ses rendez-vous médicaux, lui fait ses courses.
Les parents de Céline aimeraient qu'elle fasse de grandes études, mais Céline n'en a que faire. Elle, ce qu'elle veut, c'est faire du bien aux gens, les rendre beaux. Alors elle s'inscrit dans un CAP esthétique. À nouveau, elle se rebelle, et à nouveau les mots tranchants de la mère. Tu es incapable de faire ce métier. Mais Céline réussit haut la main son CAP, travaille un temps comme esthéticienne dans un salon de beauté. Et puis, c'est la rencontre avec Slimane, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il est en voiture, elle traverse la route, leurs regards se croisent. Il fait demi-tour et lui glisse un petit bout de papier avec son numéro de portable. Chaque jour, il passe à la même heure en voiture. Elle finit par le rappeler, il est fou de joie. L'histoire d'amour débute. Céline a le sentiment d'avoir trouvé son prince charmant. Slimane est bel homme, grand, rassurant. Il la regarde comme une vraie femme. Elle a 21 ans, il en a 35. Il lui ment et lui dit qu'il a 28 ans. Très vite, ils emménagent ensemble dans le petit appartement que loue Céline. Slimane participe à toutes les tâches ménagères. Pendant 1 an, l'esthéticienne est sur un nuage. Mais Slimane a des failles dont il parle peu, des blessures d'enfance. Petit dernier d'une fratrie de 5, sa famille est fracassée. Le père est alcoolique et a la main lourde sur les enfants. La mère, discrète. Elle meurt alors que Slimane n'a que 17 ans. Le jeune homme a passé une partie de son enfance en foyer. Il n'a pas fait d'études, ne travaille pas, vit du RSA et de petits boulots. Il avoue, après 1 an de relation avec Céline, avoir déjà une fille qu'il ne voit plus. Elle habite loin avec sa mère. Slimane est un homme blessé, abîmé, dont les démons vont bientôt ressurgir. Un soir, il ramène un copain à l'appart. Les 2 hommes boivent beaucoup, Céline propose de raccompagner l'ami, mais Slimane le prend mal. Les insultes fusent et les verres volent dans le salon. Céline ne reconnaît pas son petit ami, mais elle passe l'éponge. 5 ans après le début de leur relation, Céline tombe enceinte. Elle achète une maison avec Josette. Slimane contribue à hauteur de ses moyens dans l'achat, 9 000 €. Et puis tout le monde emménage dans ce pavillon de la banlieue rouennaise. Tout le monde, y compris Josette. Les travaux, la grossesse, le travail, les sautes d'humeur de Slimane, sa mère à la maison, Céline est fatiguée et stressée. Et puis, Noé arrive et tout bascule. Slimane refuse de reconnaître son fils. Il est peu présent, ne supporte pas les cris du nourrisson. Céline est épuisée. Elle ne prend plus soin d'elle. Noé grandit ainsi dans une ambiance délétère. Slimane est de plus en plus violent. Il gifle Céline. Noé tape à son tour, coup de pied, coup de poing et claque sur sa mère. Pendant ce temps, Josette s'enferme dans sa chambre. Et puis, toujours selon Céline, tout dérape. Slimane s'en prend à son fils, le tire violemment par le bras pour le mettre au coin, les insultes fusent. Et puis, il y a cette brimade de trop où il lui aurait, selon Céline, renversé une bouteille d'eau sur la tête. En février 2018, Josette s'en va. Elle n'en peut plus de cette ambiance anxiogène. Céline aussi est à bout. Elle se confie à quelques proches. Certains lui conseillent de quitter Slimane, d'autres de porter plainte. Jacques, son père, veut aller lui casser la gueule. Isabelle, la marraine de Noé, prête même un téléphone à Céline à utiliser en cas de danger. Des mains se tendent autour de la jeune femme, mais elle n'en saisit aucune. Un jour de juin 2018, elle annonce à Slimane qu'elle va le quitter. La suite, je vous l'ai déjà racontée dans le premier épisode. Slimane s'emporte, pose un couteau sous sa gorge, menace de tout brûler. Après ce calvaire qui durera presque toute la nuit, c'est décidé, c'est elle ou lui. La jeune femme tente de se suicider en voiture, mais elle pense à Noé et se ravise. Son choix est donc fait, elle va tuer son compagnon. Juillet 2018, première tentative. Après lui avoir administré une forte dose d'anxiolytique, Céline pique Slimane avec une seringue au niveau du cou et de la cuisse. Ça ne marche pas. Fin août 2018, nouvelle forte dose de Séresta. Céline essaye d'étouffer son compagnon avec un oreiller, mais elle n'a pas le courage
et relâche la pression. Octobre 2018, Céline en parle à ses proches, à sa mère, à des amis. Isabelle, Pamela. Elle va le tuer. Est-ce que son entourage la croit? Est-ce qu'ils la sentent capable de tuer Slimane? Bien sûr que non. Tous pensent que ce sont des paroles en l'air. Céline, c'est la gentillesse même, toujours prête à rendre service. Une jeune femme solaire, joviale, enfin, moins ces derniers temps. Et puis, il y a la rencontre avec Jessica. Pendant les soins, les deux jeunes femmes papotent, se confient. Céline raconte sa vie de couple, l'alcool, la violence. Céline raconte à sa cliente que Slimane n'a pas de famille, pas de travail. Il ne manquera à personne, pense Jessica. Sauf que Céline lui ment. Elle n'a pas parlé de la fille de Slimane, ni de ses frères et sœurs, ni de ses cousines. Certes, Slimane ne les voit plus, mais ils existent. Entre deux coups de lime à ongles et une pose de vernis, les deux femmes réfléchissent à la meilleure manière de tuer et de faire disparaître un corps. On parle hachoir, on surfe sur le site du Bon Coin pour trouver une bonne offre. Et puis, le 23 octobre, les deux copines font une virée shopping à Leroy Merlin pour acheter tout ce qu'il faut. Charlotte, masque, scie sur perche, hachoir et masse. À ce stade de l'histoire, vous devez certainement vous poser cette question. Pourquoi Jessica Adam accepte de tuer le compagnon de son esthéticienne? Pourquoi venir en aide à une femme qu'elle connaît à peine? Pourquoi gâcher sa vie pour un couple qu'elle ne connaît pas? Céline, Jessica et Isabelle, la marraine du fils de Céline, sont placées en détention provisoire. Les deux premières pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, la dernière pour non-dénonciation de crime. La mère de Céline, Josette, est placée sous contrôle judiciaire, mais elle mourra pendant l'instruction. Céline et Jessica sont incarcérées à la maison d'arrêt de Caen. Malgré l'enfermement dans une cellule de 9 mètres carrés, Céline se sent mieux et ne regrette pas son geste. Jessica, c'est autre chose. Elle se demande pourquoi elle n'a pas su dire non. Pourquoi elle s'est embarquée tête baissée dans ce scénario macabre. Ses 3 enfants lui manquent terriblement. Elle est une mère de famille aimante, une fille sans histoire, qui a su trouver dans la maternité un peu d'amour et de réconfort, malgré une enfance chaotique, et quand je dis chaotique, le mot est faible. Jessica est la fille aînée de Carole Adam et d'un certain Gabriel, un homme d'origine réunionnaise. Sur son géniteur, c'est à peu près tout ce qu'elle sait. Carole a 18 ans et elle est incapable de s'occuper de sa fille. Jessica est donc élevée par son arrière-grand-mère en Normandie. La petite fille a des problèmes de hanche qui nécessitent des soins. Elle est plâtrée jusqu'au dos. Jessica a maintenant 4 ans et du jour au lendemain, elle est arrachée à cette arrière-grand-mère qu'elle aime tant. Carole embarque sa fille avec elle en région parisienne pour vivre le grand amour avec le nouvel homme de sa vie, José, d'origine portugaise. Pour Jessica, c'est le début d'un long calvaire. Carole et José sont 2 marginaux. Ils squattent des maisons abandonnées, sans chauffage ni eau chaude. L'eau ruisselle des murs. Au milieu de ce chaos, Carole tombe enceinte à nouveau. C'est un garçon. Le choix du prénom est rapide, José Junior. Il pleure beaucoup. José, le père, le sadique, ne supporte pas. Alors il trempe le nourrisson dans l'eau froide. Et puis un jour, il n'y a plus de Junior. Le bébé est mort, voilà. Jessica ne sait ni quand ni comment. Vient ensuite au monde Jonathan, un autre souffre-douleur, brûlé au 3e degré par José quand il n'est pas attaché à un arbre avec des cailloux dans la bouche pour qu'il se taise. Jonathan sera finalement placé par l'aide sociale à l'enfance pour sa survie. Et puis, il y a Jennifer, la petite dernière. Vous pensez avoir tout entendu dans l'horreur ? Eh bien, pas encore. La monstruosité de José est sans limite. Jessica est la bonne à tout faire de la maison, sous la surveillance de son beau-père alcoolisé.
Si la fillette cuisine mal, par exemple, c'est la sanction. Tout est prétexte à la pire des violences. L'enfermement dans un placard, manger des mégots de cigarettes, ravaler son vomi ou se prendre des coups. Mais il y a pire. Les viols en pleine nuit. Et que fait la mère de Jessica ? Rien. La souffrance de sa fille n'est pas sa priorité. Elle est bien trop occupée à aller voir ses amants. Carole est là sans être là. Elle revient de temps en temps pour récupérer des vêtements. Le calvaire prend fin pour Jessica lorsque son beau-père décide de repartir vivre au Portugal. Il emmène Jennifer avec lui. Carole disparaît à son tour avec un amant, abandonnant sa fille aînée de 15 ans dans un appartement HLM d'une cité de la région parisienne. Alertés par l'école, les services sociaux finiront par venir récupérer l'adolescente et la placer en famille d'accueil quelques mois. Jessica partira ensuite chez sa tante Corinne en Normandie. L'adolescente arrête l'école après sa 3e. Puis, c'est la rencontre avec le père de ses enfants, Tony, un forain dont elle tombe éperdument amoureuse. Elle se marie à 17 ans, tombe enceinte à 19, elle enchaîne les grossesses comme les petits boulots. 3 enfants et des CDD à répétition. Femme de ménage à l'hôpital, vendeuse chez Action, chez Picard. Elle se promet d'être une bonne mère, se saigne pour ses enfants. Son idéal de la famille parfaite vole en éclats avec les infidélités de son compagnon. Mais elle est gentille, Jessica, serviable, naïve certainement. À la maison d'arrêt de Caen, on la surnomme Mère Teresa, c'est la confidente des autres détenus. Les rapports de la prison sont d'ailleurs dithyrambiques sur son attitude. Elle travaille comme auxiliaire à l'étage et à la bibliothèque, elle a repris des études, elle est correcte, polie avec les surveillants et tout le monde. Depuis la maison d'arrêt, Jessica appelle ses enfants à l'heure des devoirs. À distance, elle garde un œil sur leur scolarité et leur envoie des recettes de cuisine. Mais Jessica ne raconte rien de sa vie à la prison. De toute façon, on ne lui a jamais demandé son avis. Elle refuse de voir un psy, elle n'en voit pas l'utilité. Malgré tout, en mai 2019, quelques mois après le début de son incarcération, 2 experts viennent la voir pour déterminer sa personnalité. Dr Jean écrit dans son rapport. Jessica Adam a un QI dans la moyenne, une intelligence pratique. Elle ne présente pas de pathologie particulière, elle n'a pas fait de tentative de suicide, même si elle y a pensé. Son enfance et sa famille étaient peu structurées, c'était une enfant toujours insécurisée, ce qui a engendré des failles narcissiques importantes. Elle se place dans une position abandonniste. Elle présente un trouble de l'attachement, ce qui ne l'a pas empêchée de se structurer normalement. Elle compense avec ses enfants, qu'elle investit. Elle fait le contraire de ce qu'a fait sa mère avec elle. Elle fait tout pour eux. Elle est dominée par un sentiment d'abandon, de vide et de creux. Plus loin, concernant le meurtre, il écrit « Sur les actes reprochés, elle sait ce qu'elle a fait. Elle reconnaît sa complicité, mais elle dit avoir été manipulée par Céline. Elle croit aux forces occultes, une force qui l'aurait forcée à agir contre son gré. Elle repousse ainsi le mal qu'elle a fait, ce n'est pas de sa faute. La victime était maltraitante avec leur enfant. C'est comme si elle était mise devant une glace avec une identification de l'enfant qu'elle a été, sexuellement et physiquement. Il y a une forme d'attachement, de collage à l'autre, chez les adultes qui ont vécu une insécurité enfant. Elle se positionne comme la sauveuse qu'elle n'a pas trouvée quand elle était petite. Voilà, je pense que cela doit vous éclairer un peu plus sur la personnalité de Jessica. Et sans expliquer son geste, bien évidemment, les raisons qui ont pu la pousser à tuer un homme qu'elle n'avait jamais vu. Céline Vasselin, de son côté, est aussi une détenue modèle. En prison, elle s'est faite des copines et même une petite amie. Les visites au parloir avec son fils ont pris fin. Cela devenait insupportable pour Noé, pris de grande colère dès qu'il revenait dans sa famille d'accueil. Vous l'aurez compris, un crime, ça ne détruit pas qu'une personne. C'est un drame en cascade qui ruisselle sur chaque membre d'une famille. « 14 novembre 2022. Céline Vasselin et Jessica Adam sont extraites de leur cellule.
Elles viennent de passer 4 années en détention provisoire. Les 2 camions blancs siglés de l'administration pénitentiaire pénètrent dans la cour du palais de justice de Rouen. Céline descend rapidement, menottes au poignet. Dans la capitale normande, c'est le procès de l'année. Une semaine d'audience pendant laquelle les jurés vont tenter de comprendre les motivations de 2 femmes ordinaires devenues des meurtrières. Dans la grande salle des pas perdus, les badauds font la queue, espérant obtenir une place pour assister au débat. Maître Vincent Beauprère, l'avocat de Jessica Adam, accorde une interview aux journalistes de Paris-Normandie avant l'ouverture du procès. Ma cliente, elle est comme au départ, complètement perdue. Elle est perdue. Elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça, elle ne sait pas pourquoi elle est là aujourd'hui. Du côté de la partie civile, les frères et une sœur de la victime sont venus assister au débat. Ils veulent comprendre pourquoi, après le meurtre, Céline Vasselin et Jessica Adam se sont acharnées sur le corps de leur petit frère. Maître Yasmina Belmokhtar, l'avocate de l'une des sœurs de la victime, toujours au micro de Paris-Normandie. Une seule question qui subsistera et qui, j'espère, ne restera pas en suspens à la fin de ce procès, c'est pourquoi une telle horreur. Elles ne l'ont pas simplement tuée, elles l'ont découpée en morceaux, dépecée et dispersée. Et la famille de Slimane Amara a besoin de comprendre pourquoi une telle horreur. Elle l'envisage avec beaucoup d'anxiété, c'est normal, mais elle l'attendait aussi, ce procès, après ces années d'instruction, pour avoir ou tenter, en tout cas, d'avoir certaines réponses au crime sordide qui a été commis par les 2 accusés. Trois femmes sont jugées. Céline Vasselin et Jessica Adam pour assassinat et Isabelle Carrier pour non-dénonciation de crime. Malade et en fauteuil roulant, cette dernière comparaît libre. Céline Vasselin a pris comme avocate Maître Sandra Gosselin. Sa ligne de défense, les violences conjugales et psychologiques. Interrogée par la présidente, la principale accusée pleure beaucoup, se cache derrière son rideau de cheveux blonds. Elle a du mal à exprimer son geste, à raconter son enfance, ses souffrances. Les jurés peinent à comprendre l'emprise de Slimane Amara sur Céline Vasselin. De nombreux témoins défilent à la barre. Oui, les amis savaient que Céline était malheureuse. Certains ont vu leur amie changer à la naissance de son fils. D'autres reconnaissent avoir ressenti des tensions dans le couple. Une copine raconte que lors d'une soirée d'anniversaire, Slimane s'est montré particulièrement menaçant et en est venu aux mains avec un convive. Il était sous l'emprise de l'alcool. Il était effrayant. Et puis, il y a l'ex-compagne de Slimane, interrogée par visioconférence. Elle est la mère de la fille aînée de Slimane. Elle dépeint un homme au double visage. Je ne pouvais plus gérer ces crises de colère. Quand il a perdu sa mère, il aurait dû être suivi. Slimane, c'était une bombe à retardement, mais pas un monstre. Notre séparation s'est mal passée, il me faisait peur. Mais Slimane, qui ne buvait pas, n'a jamais été physiquement violent avec moi. Et puis vient le tour de Jessica Adam. Elle n'a pas l'habitude de parler d'elle. Déballer sa vie privée et intime devant une salle pleine à craquer est un supplice. Mais son avocat l'a préparée. Il faut qu'elle raconte l'inceste et les violences du beau-père. Jessica, grande, carrée, cheveux tirés en queue de cheval, peine à raconter son geste. Elle ne supporte pas de voir quelqu'un de malheureux quand on lui demande un service, eh bien, c'est rare qu'elle dise non. Mais de là à tuer un homme, ces explications seront-elles suffisantes? Après une semaine de procès, les 2 femmes ont été condamnées à 17 et 22 ans de prison. Isabelle Carrier a été relaxée. Des peines insuffisantes pour le parquet général qui a fait appel de la décision. En attendant, les 2 femmes retournent en prison. La date du 2e round est posée, novembre 2023. Une semaine de débat à laquelle j'ai assisté.
Lundi 20 novembre 2023, 9h du matin. Le doux soleil d'hiver illumine le magnifique palais de justice de Rouen, l'un des édifices les plus emblématiques de la ville avec sa cathédrale. Construit à la fin du Moyen-Âge, le monument classé à l'architecture gothique est impressionnant. En haut des marches qui mènent à l'entrée de la salle des pas perdus, les avocats tirent leur dernière bouffée de nicotine. Les journalistes locaux et ceux venus de Paris se saluent, les proches des victimes et des accusés se toisent, les badauds se remémorent les moments forts du premier procès de Céline Vasselin et Jessica Adam. Philippe, retraité, est déjà venu l'année dernière. Il a prévu d'assister à tous les débats. Philippe, vous êtes juste venu pour assister. Oui, pour assister au tribunal. Disons, je voulais voir ce que c'était un tribunal d'assises. Disons, on le voit à la télé comme fait entrer l'accusé ou de démission. Et puis, par curiosité, en plus, là, des membreuses, j'ai été vraiment stupéfié, disons, du meurtre. Ça a été vraiment contu encore, mais de la façon que... moi, j'admets pas. Pour moi, il n'y aurait pas de pardon. On ferait ça à ma fille, à mon fils, je ne pardonnerais pas. Céline Vasselin vient d'entrer dans son box. Elle a les cheveux attachés dans une queue de cheval, porte de fines lunettes et un pull clair. Elle se triture les mains dans un mouvement de gêne. À ses côtés, Jessica, Adam, brune, cheveux relevés dans une queue de cheval également, vêtue d'un pull vert. Isabelle, la troisième accusée, arrive en fauteuil roulant poussée par son mari. Devant ces trois accusés, leurs avocats, Maître Sandra Gosselin, Maître Vincent Beauprère et Maître Cécile Madeline. Céline Vasselin décline son identité, donne son adresse, hésite, on la sent perdue. Qui ne le serait pas dans cette salle si impressionnante, au plafond haut et aux fleurs de lys sur les murs. On se demande vraiment comment ces trois femmes au regard perdu peuvent se retrouver là. La présidente de la Cour, Julie Arzuffi, mène les débats. Elle a une voix douce, mais ferme. Les deux assesseurs, la greffière et les jurés, composés majoritairement de femmes, entourent la présidente. À la gauche de la salle, l'avocat général, dans sa grande robe rouge. Plus bas, les avocats de la partie civile et au-dessus d'eux, les proches de Slimane Amara. Ses frères, l'une de ses sœurs, sa fille aînée et enfin le greffier. Voilà, vous avez ainsi le tableau de cette pièce qui va se jouer pendant 5 jours. Après une lecture des faits, la présidente demande à Céline si elle reconnaît le meurtre. La jeune femme sanglote. Oui, je reconnais les faits. Je regrette énormément. Slimane est mort, j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. Je regrette vraiment. Même question à Jessica, qui répond d'un oui laconique. Et enfin, Isabelle se lève de son fauteuil roulant avec grande difficulté. C'est une femme élégante, aux longs cheveux blonds. Elle pleure et déclare. Oui, Madame la Présidente. Je reconnais les faits, mais je n'aurais jamais pensé que Céline puisse faire un tel cauchemar. Céline Vasselin s'avance à la barre, raconte ses blessures d'enfance, son père absent, sa mère toxique et angoissée qui travaillait dur pour élever sa fille. La rencontre avec Slimane, ce prince charmant, désargenté, transformé en monstre sous l'effet de l'alcool, selon Céline. Son changement total de comportement à la naissance de leur enfant. Céline fatiguée, Slimane qui ne s'investit pas, qui ne supporte pas les pleurs, puis les gifles sur leur fils. Et puis l'épisode de la bouteille d'eau renversée sur la tête de Noé. Les insultes, les menaces, les coups. Céline qui angoisse, qui appréhende les vers en trop, qui mèneront inexorablement vers la violence. La jeune maman qui se sent impuissante sous l'emprise d'un homme qu'elle aime et déteste à la fois. C'est au tour de Jessica Adam de raconter son calvaire. La salle est médusée, le silence entre chaque fin de phrase de la jeune femme est pesant. Je ne reviendrai pas ici sur l'histoire terrible de Jessica, sa jeunesse brisée par un beau-père incestueux et maltraitant. Au matin du 2e jour de ce procès, Isabelle Carrier, 52 ans, prend la parole. Était-elle au courant, oui ou non,
de la préparation de l'assassinat. C'est ce que la cour cherche à comprendre. Alors elle décrit sa relation avec Céline. C'était son esthéticienne. Les deux femmes se sont rapprochées. Isabelle et son mari sont devenus la marraine et le parrain de Noé. Après la naissance du petit, elle a vu son amie changer, moins joviale, moins apprêtée. Elle n'a pas été témoin de crise de Slimane, mais elle raconte un épisode troublant lors d'une conversation téléphonique avec Céline. Cette dernière s'est mise à hurler avant de raccrocher. Le lendemain, Céline l'a rappelé pour lui raconter que Slimane, en colère contre son fils, avait balancé une chaise contre le mur. Et puis, il y a eu ce jour d'été 2018 où Céline a débarqué en pleurs chez elle, lui confiant la terrible soirée. Slimane, qui l'avait menacée avec un couteau, lui promettant de la brûler avec son fils si elle le quittait. Céline avoue à son amie vouloir quitter Slimane, vouloir le tuer. « J'ai essayé de le tuer, j'ai mis un oreiller pour l'étouffer, mais j'ai pas pu », lui aurait confié Céline. Samedi 27 octobre, Isabelle n'est pas bien. Son frère vient de mourir, son couple va mal. Céline lui rend visite et lui déclare, cette fois-ci: Si maman peut garder Noé, je passerai à l'acte le 3 novembre. Je sais que je l'ai entendu, mais je l'ai pas écouté. Le soir du meurtre, Isabelle reçoit le SMS de Céline « LOL ». Elle ne comprend pas mécaniquement, elle répond elle aussi « LOL ». Puis, prise d'une angoisse, elle efface les échanges. Le mardi, les deux femmes déjeunent ensemble. Céline avoue à son amie avoir tué Slimane avec l'aide d'une autre femme prénommée Jess. Mais Isabelle ne comprend toujours pas. L'audition d'Isabelle Carrier se termine. Elle est épuisée. Je profite d'une interruption de séance pour aller d'abord interviewer son avocate, maître Cécile Madeline, puis Isabelle. La culpabilité morale, elle existe, puisque effectivement, elle n'a pas décelé la détresse de son amie, elle n'a pas imaginé qu'elle pourrait faire cet acte criminel, mais elle n'avait pas les moyens psychologiques, elle n'avait pas les informations, elle ne pouvait pas intervenir parce qu'elle n'imaginait pas que ça se passerait. Voilà, donc tout simplement, au niveau pénal, on ne peut pas être condamné si on n'a pas conscience qu'une infraction va se commettre. C'est la réalité de ce dossier. Et d'ailleurs, vous précisez que toutes les personnes autour de Céline Vasselin n'avait pas pris conscience qu'elle allait réellement tuer son compagnon. Mais personne, et le plus extraordinaire, c'est que évidemment personne de son entourage, aucun ami, mais finalement même Céline elle-même n'avait pas conscience qu'elle le ferait. Écoutez à présent le témoignage d'Isabelle Carrier, épuisée par 5 années de combat judiciaire. Après une semaine encore de ce nouveau procès, quel est votre sentiment et comment vous vous sentez aujourd'hui ? Plus mal qu'au premier procès. C'est très difficile, très compliqué de vivre un appel. Ça fait 5 ans que c'est difficile. Ce sera tout le temps de toute façon. Quand on vit un cauchemar comme ça, que ce soit pour moi, pour les autres, les parties civiles, pour tout le monde. Hein. Oui, il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine pour tout le monde. Retour dans la salle d'audience. Céline Vasselin est à nouveau interrogée. On appelle cela l'interrogatoire en fond. La salle est pleine, le public a les yeux rivés sur la jeune femme. Elle raconte cette soirée de juin 2018 où elle a pris la décision de tuer Slimane Amara, une soirée terrible. Slimane était dans le jardin. Je lui ai dit « Je veux qu'on se sépare ». Il a un verre de whisky à la main, il m'attrape par la gorge. Je réussis par force à lui enlever la main, je sens ma vie en danger, je veux appeler la police. Je ne le reconnais pas, il a les yeux noirs. Il m'arrache le téléphone des mains, il veut le casser. Noé est à côté, je suis tétanisée. Il ferme la porte à clé, il est en furie, j'ai très peur. Il prend un couteau, il s'avance vers moi, je vois mon fils, je crie « Pas devant Noé !» Je tombe par terre et je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, il lâche le couteau. Il ouvre la porte du jardin et fume une cigarette. Je veux partir. Il me rattrape et menace de brûler la maison avec moi dedans. Le calvaire va durer jusqu'à 2h du matin. Après cet événement dans ma tête, c'est lui ou moi. Puis,
Céline à nouveau raconte sa rencontre avec Jessica, leur décision commune de tuer Slimane, puis le meurtre dans les moindres détails. Les proches de la victime quittent la salle. Les détails sont insupportables. Dehors, l'un des frères de Slimane accepte de me parler. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes par rapport à Slimane ? Je suis son grand frère. L'un de ses grands frères ? Oui. Ouais. Le plus grand. Enfin, du moins ici en France, on en a encore en Algérie. Ah oui. Vous êtes une grande famille ? Oui. On est une famille de 6 enfants. Et du coup, Slimane, dans la fratrie, c'était lequel ? Slimane, c'est le petit dernier. C'est le petit chouchou, Slimane. C'est le petit chouchou, Slimane. Depuis le début, là, ça fait 2 jours, là, on est au deuxième jour du procès. Oui. Comment vous le vivez ? C'est un procès en appel, c'est la 2e fois qu'il y a une cour d'assises. Ouais, c'est difficile. Parce que, comment dire, on a du mal à enlever certaines images, donc c'est pas facile. On a beau essayer d'avoir un peu d'empathie envers les accusés, mais bon, c'est difficile. Oui. C'est difficile. Le lendemain, le docteur Morellini, la psychiatre qui a rencontré Céline en prison, dépose à son tour à la barre. Voici ce qu'elle déclare. Céline Vasselin a une personnalité équilibrée et trouve dans l'assassinat une solution magique qui mettra fin à tous ses problèmes. Le démembrement est juste une manière pour elle de faire disparaître le corps et de ne pas se faire avoir. La psychiatre reconnaît l'emprise de Slimane sur Céline. Elle ajoute : Céline Vasselin est terrifiée et apeurée quand elle commet le crime. Elle est dans la déréalisation et agit mécaniquement. Puis, c'est l'expert et psychologue Olivier Jean qui déclare à la barre : Quand la terreur dépasse la morale, on peut basculer dans un passage à l'acte. Seule, elle n'était pas capable de tuer. Mais elle se sentait plus forte avec Jessica. Le dernier jour du procès est celui des plaidoiries de la défense. Maître Vincent Beauprère, l'avocat de Jessica Adam, entre en scène. Voici quelques mots choisis de sa plaidoirie. Ce dossier nous bouscule un peu. Il nous donne tous envie de pleurer, tellement il est empreint de malheur. La vie de Jessica est surréelle, avec comme personnage principal la meurtrière que vous voyez. Sa vie sous l'autorité de ce sadique pédophile tortionnaire de beau-père, devant une mère qui ne dit rien et qui l'abandonne dans son appartement pour suivre un autre homme. Vous avez compris son œuvre de résilience pour sortir de cet enfer et pour rentrer dans un nouvel enfer. Celle qui chaque jour s'est oubliée pour les autres. Celle que rien ne peut impressionner tellement elle a vécu l'horreur. Ma cliente est loyale par rapport aux faits et assume ce qu'elle a fait. Je suis fier de porter la voix de cette femme criminelle que l'on appelle Mère Teresa. Rappelez-vous les paroles de l'expert. Jessica était la sauveuse de Céline. Je vous demande de retenir l'emprise de Céline sur ma cliente. Je vous demande de ne pas être trop dur avec elle. Rendez-la vite à ses enfants. Puis c'est au tour de Vanessa Gosselin de plaider, l'avocate de Céline Vasselin. Les 2 femmes se connaissent bien maintenant. 4 ans que maître Gosselin va voir sa cliente au parloir. Elle veut que les jurés retiennent l'emprise de Slimane Amara sur sa cliente sans pour autant minimiser la violence du meurtre. Voici ses mots. C'est l'histoire d'un homme terriblement complexe qui ne méritait pas de mourir de la sorte. C'est aussi l'histoire d'une femme qu'on appelait le bébé, un rayon de soleil. C'est l'histoire de Céline et d'un couple disharmonique, discret, impénétrable, dépassé par leur propre histoire. Ce dossier, ce sont des vies fracassées, quelle que soit leur place au sein de cette enceinte judiciaire. Et des questions. Pourquoi tout change à la naissance de Noé ? Pourquoi Slimane devient plus agressif ? Pourquoi Céline ne réagit pas ? Ce dossier, c'est d'abord celui de Slimane, un homme complexe avec une double personnalité. Et Noé, même désiré, ce n'est pas si simple. Un papa qui joue et parfois un papa qui dérape. La gifle, la bouteille d'eau, les insultes, les cheveux tirés. Et cette phrase : si tu t'approches, je te défonce. Céline, c'est notre voisine, une amie, une connaissance. Ce petit bout de femme, il y en a peut-être dans l'assistance. Celle qui s'intéresse aux autres et qui parle pas beaucoup d'elle. Ce petit bout de femme, c'est Jessica, c'est Isabelle. Elle est ordinaire et pourtant, elle a commis l'irréparable. Rien ne l'a prédestinée à de tels actes si monstrueux. Slimane et Céline, c'est un couple ordinaire.
qui dérive inexorablement vers le fond. C'est une relation d'emprise dont Céline se libère. Après, elle est soulagée. Après les actes, elle est mieux dans une cellule de 9 mètres carrés que sous l'emprise d'un homme. Par cette peine, vous mettrez un point final à ce dossier dramatique, à l'histoire de Slimane et de Céline, à leur relation disharmonique qui les a dépassés. La cour se retire pour délibérer. Écoutez Maître Gosselin à l'issue de sa plaidoirie. Maître Gosselin, vous sortez de votre plaidoirie là, qui a duré, je sais pas, peut-être une heure, exactement. Vous avez beaucoup parlé de l'emprise de Slimane sur votre cliente Céline Vasselin. Oui, parce que je pense que c'est malheureusement la seule explication au passage à l'acte de ma cliente et c'est souvent une notion qui est un peu dévoyée. C'était important de la remettre dans le contexte. Pourquoi vous dites dévoyée ? Dans le quotidien, dans les journaux, sans vous faire offense bien sûr, souvent on parle de l'emprise, de pervers narcissique, mais on ne sait pas ce que c'est. Et là, ça me semblait important de pouvoir la caractériser au regard des éléments du dossier. Comment vous vous sentez là, après une semaine de procès et une heure de parole devant une salle pleine, je tiens à préciser ? Contente d'avoir pu m'exprimer dans l'intérêt de Céline, contente d'avoir pu exprimer ce que j'avais envie de dire pour elle. Voilà, je pense que c'était important que quelqu'un se lève et que celle pour laquelle on m'a demandé pendant 4 ans comment je peux la défendre, comment je peux défendre ses actes, et ben voilà, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé, pas le déclic, mais en tout cas ce qui était important. J'ai une toute dernière question. Céline Vasselin, comment elle se sent aujourd'hui ? On l'a vue la tête haute quand même, elle a beaucoup pleuré pendant ce procès, elle avait quand même la tête haute par rapport au premier procès. Oui, parce que Céline, elle a fait un parcours psychologique fondamental depuis 5 ans en détention. Et puis surtout, elle est en paix parce qu'elle a compris un certain nombre de choses qui lui permettent d'avancer. Merci beaucoup, Maître Gosselin. Merci. Céline Vasselin a été condamnée à 22 ans de prison, Jessica Adam à 20 ans. Une peine plus lourde qu'en première instance. Quant à Isabelle Carrier, elle a été acquittée. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison bouleversante. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés ou sur les réseaux sociaux. Merci encore, chers auditeurs, de votre fidélité.